Au sommet de leur popularité, les danseurs érotiques Chippendales dansent devant des salles combles. On dépense des millions à travers les États-Unis pour aller les voir. Mais un jour, on retrouve l'un des fondateurs de la troupe assassiné. La police de New York n'a aucune piste. Quand on dispose enfin d'un suspect, les agents du FBI devront se rendre sur un autre continent pour résoudre ce meurtre en coulisses. La ville de New York est réputée pour son industrie du spectacle prospère. Tout autour de Times Square se trouvent les bureaux de centaines de producteurs de spectacles qui cherchent à mettre la main sur leur prochain succès. En 1987, l'un de ces bureaux situé au 15e étage d'un immeuble de la 40e rue Ouest était le siège social de Unicorn Productions. Nick DeNoia en était le président fondateur. Fait cocasse, ce producteur d'émissions de télévision pour enfants, qui avait reçu des trophées Emmys à 5 reprises, était maintenant mieux connu comme le producteur et vice-président de la troupe de danseurs érotiques Chippendales. Le 7 avril 1987, il fut abattu d'un coup de feu. Un collègue entendit la détonation. Il trouva le corps de DeNoia inerte par terre. Il appela le service d'urgence. Une ambulance et des policiers arrivèrent quelques instants plus tard. Les experts en scène du crime de la police de New York recueillirent les indices. Ils trouvèrent notamment la douille d'un projectile provenant d'une arme automatique de 9 mm. Le collègue de DeNoia déclara à l'enquêteur Michael Gates de la section des homicides qu'un homme à l'allure étrange était venu au bureau peu avant la fusillade. Selon lui, environ 30 ou 45 minutes plus tôt, quelqu'un est entré dans le bureau et lui a demandé s'il était Nick. Il lui a répondu que non, que Nick était dans l'autre bureau mais qu'il était occupé. Sans même lever les yeux de sa table de travail, l'associé indiqua du doigt le bureau de DeNoia. Il n'avait même pas vu le visage de l'inconnu. Le témoin ajouta que quelques instants plus tard, le même homme se trouvait dans les toilettes en même temps que lui. Pendant que le témoin se trouvait dans les toilettes, il a entendu l'homme quitter l'endroit. Quelques secondes plus tard, il a entendu les portes de son bureau s'ouvrir. Ensuite, il a entendu le coup de feu. La dernière chose que le témoin entendit fut la porte de l'escalier de secours s'ouvrir avec fracas avant de se refermer. Le détective Geddes refit le chemin emprunté par le meurtrier en espérant trouver des indices sur son identité. J'ai emprunté le parcours le plus probable du meurtrier pour voir s'il avait laissé des indices dans sa fuite. J'ai descendu les 15 étages, si je me souviens bien, puis je suis arrivé en bas et j'ai remarqué qu'il y avait 2 portes de sortie. L'une d'elles ouvrait sur le hall de l'immeuble, l'autre menait au monte-charge. Je suis alors sorti du côté du monte-charge, puis je suis revenu sur mes pas pour sortir cette fois-ci dans le hall et voir la différence entre les deux. Au rez-de-chaussée, les détectives fouillèrent le secteur près du monte-charge. Ils appliquèrent de la poudre à la recherche d'empreintes, mais aucune d'entre elles n'était assez nette. L'opérateur du monte-charge affirma avoir vu un homme ouvrir la porte plus tôt et sortir dans la rue. Il se rappelait que l'individu portait un jean et qu'il avait les cheveux foncés. Il nous a également raconté comment l'individu était sorti de l'immeuble pour aboutir sur la 40e rue. En sortant, il a tourné à gauche en direction de la 8e avenue. En haut, 2 détectives arrivèrent en compagnie de Val DeNoia, le frère de Nick, pour lui demander d'identifier la victime. Les 2 frères avaient des liens étroits.
Val fut ébranlé en apercevant le corps de son frère assassiné. Il se rendit ensuite au poste de police pour tenter d'aider les policiers. Il souhaitait que l'enquête soit résolue au plus vite. Le détective Geddes croyait que Val détenait peut-être des informations qui fourniraient une piste solide. En tant que détective, la chose la plus difficile à faire, c'est d'annoncer à quelqu'un qu'on ne peut pas résoudre l'enquête sans son aide. Je lui ai alors dit, « Écoutez, si c'est relié à une relation d'affaires ici, dans la région de New York, à une relation amoureuse ou une quelconque relation de type émotionnel, nous aurons de bonnes chances de résoudre rapidement ce crime. » Val de Noia affirma alors qu'un seul nom lui venait en tête, celui de Steve Banerjee, l'associé de Nick. Banerjee connaissait Nick de Noia depuis le début des années 80. Val déclara au détective que son frère l'avait rencontré à Los Angeles. Nick de Noia était allé en Californie avec l'espoir d'y trouver le même succès qu'à New York. Ce récipiendaire de 5 Emmys, récompense remise aux meilleures émissions de télévision aux États-Unis, avait examiné plusieurs offres. L'une d'elles provenait d'un homme particulièrement tenace. Steve Banerjee était originaire de l'Est de l'Inde. Cet entrepreneur avait imaginé un spectacle de danseurs érotiques appelé les Chippendales. Bien que le concept de Banerjee de soirée réservée exclusivement aux femmes fût déjà extrêmement populaire à Los Angeles, il désirait former une troupe si spectaculaire qu'elle attirait aussi le public de New York et de Las Vegas. Banerjee était persuadé que Nick de Noia était la personne qui saurait donner une touche de classe au spectacle. Selon Val, Nick était hésitant au début car il trouvait le spectacle vulgaire. Mais il accepta l'offre de Banerjee quand ce dernier lui offrit tous les droits de tournée et 50% des profits. Nick peaufina le spectacle et réserva le club magique de New York. Le spectacle des Chippendales remporta rapidement un immense succès. Mais selon Val, la relation entre Nick et Banerjee n'avait pas tardé à se détériorer. Banerjee désirait obtenir un plus gros pourcentage des profits et Nick refusait de renégocier. Ils se disputaient constamment à propos des nombreux aspects de leur entreprise. En somme, ils étaient des associés d'affaires qui avaient parfois des conflits. Mais de Noia s'apprêtait à emmener la troupe en tournée et il avait l'intention de fonder une nouvelle entreprise. Quelques semaines seulement avant sa mort, Nick négociait les détails entourant la tournée d'une nouvelle troupe qu'il avait fondée pour concurrencer directement celle des Chippendales. Pour Banerjee, ça se résumerait assurément en des pertes de plusieurs millions de dollars. Val offrit ensuite aux détectives de leur montrer les états financiers de son frère. Simultanément, la police de New York organisa une opération de surveillance des funérailles de Nick de Noia. Les détectives croyaient qu'il avait été tué par quelqu'un qu'ils connaissaient. Steve Banerjee, l'associé de Nick, comptait parmi les personnes venues lui rendre hommage une dernière fois. Le lendemain, les enquêteurs appelèrent Banerjee en Californie pour l'interroger à propos de sa relation avec le défunt. Mais selon le détective Geddes, cet interrogatoire n'était pas destiné qu'à recueillir de simples informations. Nous espérions obtenir de lui des réponses négatives du genre « Non, je n'ai rien à voir avec ça, nous étions d'excellents amis ». Vous voyez, le genre de disculpation qui nous permettrait plus tard, le cas échéant, de relier tous ces éléments ensemble et démontrer qu'il avait menti. Banerjee ne contredit à aucun moment ce que les policiers savaient déjà. Il reconnut que de Noia et lui ne s'entendaient pas et qu'il lui en avait voulu d'avoir formé cette autre troupe de danse. Il ajouta que le 7 avril, soit le jour du meurtre, il était resté à Los Angeles toute la journée. Cela n'excluait pas la possibilité qu'il ait engagé un tueur, mais les détectives n'en avaient aucune preuve. La famille de Noia offrit alors une grosse récompense à quiconque leur donnerait des informations à propos du crime. Les policiers reçurent de nombreux appels, mais aucun d'entre eux se révéla intéressant.
Nous avons toujours pensé que ce Steve Banerjee était impliqué dans l'affaire, mais personne ne parvenait à nous donner des preuves concrètes, ni même à nous mettre dans la bonne direction pour que nous puissions établir des liens entre les événements et les suspects. À défaut de meilleures pistes, on recueillit de l'opérateur du monte-charge la description de l'homme qui avait dévalé l'escalier à toute vitesse. Bien qu'il ne l'ait vu que très brièvement, il fallait espérer que sa description serait assez précise pour qu'un portrait puisse susciter une réaction chez un éventuel témoin. Les policiers ratissèrent le hall de l'immeuble du bureau de Denoya jusque tard dans la soirée. On demanda à tous ceux qui y travaillaient s'ils reconnaissaient le visage sur le portrait esquissé du suspect. Nous nous sommes rapidement heurtés à un mur. Nous n'allions nulle part. On a fait dresser un portrait et offert une récompense. On l'a même fait diffuser à la télévision nationale, en nous disant que si le meurtrier provenait d'un autre État, un téléspectateur le verrait peut-être et nous donnerait des informations à son sujet. Mais nous étions toujours dans la même impasse. Pas l'ombre d'une piste ne se profilait à l'horizon. Pour la police de New York, il semblait bien que le meurtrier s'en soit tiré indemne. Quatre années s'étaient écoulées depuis l'assassinat du concepteur du spectacle des Chippendales, Nick Denoya, dans son bureau de Manhattan. L'enquête n'avait jamais été résolue. Puis, en juillet 1991, à plus de 4000 km de là, l'agent spécial Dan West du bureau du FBI de Las Vegas reçut alors un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui avoua avoir touché 25 000 $ pour commettre 2 meurtres. J'ignorais s'il s'agissait d'une mauvaise blague ou si c'était vrai. Il n'est pas rare que nous recevions ici au bureau de Las Vegas des appels de plaisantins, particulièrement les week-ends. Je lui ai alors demandé des détails précis à propos de ces présumés meurtres organisés. L'interlocuteur de West déclara qu'un homme du nom de Ray Colon l'avait engagé pour tuer les 2 gérants d'une troupe de danseurs érotiques en tournée en Angleterre. Ils étaient les concurrents directs des Chippendales. Il ajouta qu'il ignorait pourquoi Colon voulait éliminer ces 2 hommes, mais qu'il avait finalement refusé de faire le boulot. Je ne sais pas s'il a refusé pour des raisons honorables ou simplement parce qu'il a eu peur. Il s'est envolé pour l'Angleterre, mais il est rentré aux États-Unis presque tout de suite après. Je crois qu'il a atterri à Los Angeles et qu'il a fait le reste du trajet vers Las Vegas en voiture pour ne pas être vu. L'agent demanda à son interlocuteur de le rencontrer à son bureau à 5 heures le lendemain matin. Il lui fallait vérifier les dires de l'inconnu. Il a ajouté qu'il avait travaillé avec la brigade des stupéfiants en tant qu'informateur lors d'enquêtes antérieures. Il m'a fourni le nom de l'agent de la brigade qui pourrait se porter garant de lui. L'agent en question confirma qu'il avait bien travaillé avec l'homme et il assura West qu'il pouvait lui faire confiance. Après que le FBI se fut assuré que les éventuelles victimes soient protégées en Angleterre, on demanda à l'informateur de raconter comment il avait planifié le meurtre. Quelques jours plus tôt, il avait tout comploté avec son ancien propriétaire, Ray Colon, dans sa maison de Los Angeles. Colon l'avait conduit dans son garage où il lui avait présenté son beau-frère qui revenait tout juste d'Angleterre où il avait épié les victimes. Ce dernier indiqua à l'informateur qu'il pourrait trouver la troupe à Blackpool le 20 juillet où elle devait donner un spectacle. En raison des lois très strictes en matière de possession d'armes à feu en Angleterre, il était hors de question d'y apporter une arme. Colon ordonna donc à son tueur à gages de liquider les 2 hommes en leur administrant une injection fatale. Il avait versé une dose de cyanure dans une petite fiole. Il croyait qu'il serait facile de passer le poison aux douanes en le mettant dans une bouteille de gouttes pour les yeux. Pour arrêter Ray Colon, l'agent du FBI devait obtenir des preuves plus solides que ses seules déclarations.
L'informateur accepta alors d'enregistrer une conversation entre lui et Colon. Il l'appellerait en lui faisant croire qu'il était toujours en Angleterre. Par ces conversations téléphoniques, nous avons essayé d'obtenir des preuves formelles que Colon avait participé au projet de tuer les deux personnes et peut-être même organisé le projet. Nous avions obtenu des informations de notre source et nous devions maintenant les corroborer grâce aux enregistrements. Hello? Ray! Yeah? Barry, buddy! Are you sure that damn stuff is gonna work? It's pretty red, buddy. Yeah, it'll work. Oh, man, I don't want But, and if you want to add something to it... How long is it gonna take before they croak and hit down? Is that an immediate, if not sooner? Yeah, right. It's probably potent. You can even put a little, if you want, a little Drano on there if you want. Well, it's gonna kill them right away then, huh? Okay. It was evident from the beginning that Dès le début, il est devenu évident que non seulement Ray Colon avait participé à ce complot, mais qu'il en était l'instigateur. actually the director of it. Colon a donné de nombreuses suggestions à notre informateur sur la meilleure façon de tuer ses deux futures victimes. How to best affect the death of these two intended victims. Ce que les enregistrements ne disaient pas, c'était pourquoi on voulait tuer les deux gérants de cette troupe de danseurs érotiques. Au cours d'une conversation enregistrée, Colon fit référence à un troisième homme. Ce dernier était celui qui payait pour le double meurtre. Mais l'informateur déclara à l'agent West qu'il ignorait le nom de cet homme. Deux jours plus tard, le mercredi 25 juillet 1991, après avoir examiné toutes les preuves du FBI, un juge fédéral de la Californie émit un mandat de perquisition de la résidence de Colon à Los Angeles. Colon parut surpris quand on lui présenta le mandat. Les agents devaient limiter leurs recherches à du cyanure, à des preuves de voyage en Angleterre et à toute correspondance qui démontrerait l'implication de Colon et de son beau-frère dans le complot de ces meurtres. Dans sa chambre, ils trouvèrent les dépliants de la tournée de la troupe de danseurs en Angleterre. Ils découvrirent aussi des pistolets dans un tiroir. Les relevés indiquaient qu'ils avaient été achetés en toute légalité par Ray Colon. Comme le mandat ne mentionnait aucune arme à feu, ils ne purent pas les confisquer. Dans le garage, les agents trouvèrent toutefois quelque chose dont le mandat faisait bel et bien état. C'était un sac rempli de cyanure. Cela corroborait directement les déclarations de l'informateur. Par la suite, un des agents trouva un autre indice qui allait débloquer toute l'affaire. Pendant qu'on exécutait le mandat de perquisition, nous avons trouvé le carnet d'adresse de Colon. L'agent spécial Andy Stefanak du bureau de Los Angeles le feuilletait rapidement quand il a vu le nom de Steve Banerjee. L'agent West découvrit également que ce Steve Banerjee, le très réputé propriétaire du club de nuit des Chippendales de Los Angeles, avait appelé Colon peu de temps auparavant. Les relevés téléphoniques indiquaient qu'il y avait eu de nombreuses communications d'un côté comme de l'autre entre Banerjee et Colon. De plus, le même jour, nous avons reçu le résultat des interrogatoires que la police britannique avait menés auprès des gens visés par le projet de meurtre. Les deux personnes ont affirmé qu'à leur avis, seul Steve Banerjee avait le mobile de les tuer. Les deux gérants de la troupe rivale de danseurs avaient la conviction que Banerjee voulait les éliminer pour faire cesser toute compétition avec les Chippendales. Le mobile de ce complot semblait le même que celui du meurtre de Nick Denoya à New York, l'associé de Banerjee. Les agents du FBI appelèrent le détective Michael Geddes du service des homicides pour tenter d'en savoir plus au sujet du meurtre de Denoya commis 5 ans plus tôt. Tout d'un coup, j'ai reçu un appel du FBI. J'étais rempli d'espoir, parce que ça faisait déjà 5 ans ou 5 ans et demi, et nous avions enfin la chance d'apporter un peu de réconfort à la famille en faisant avancer les choses. Mais ni la police de New York, ni le FBI n'avaient encore de preuves formelles contre Steve Banerjee. Et les agents ignoraient encore s'ils pourraient compter sur l'aide de Colon pour faire progresser l'enquête.
Nous ne savions pas si Colon était impliqué ou non dans le meurtre de Denoya. Le portrait robot lui ressemblait, mais ce n'était pas une concordance parfaite. Malgré leurs doutes sur le rôle de Colon dans le meurtre de Denoya, on avait des preuves solides de sa participation à un complot pour meurtre. Confronté à une éventuelle incarcération, il accepterait sans doute de parler. Colon savait qu'il allait payer. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Il s'était fait prendre alors qu'il complotait le meurtre de 2 personnes. Il devait accepter le fait qu'il serait incarcéré, mais qu'il le serait bien moins longtemps s'il acceptait de collaborer avec nous. Le 2 août 1991, Colon et son beau-frère furent arrêtés pour avoir comploté un double meurtre. Cette arrestation visait à le mettre dans une situation si inconfortable qu'il finirait par dire au FBI ce qu'il savait de Steve Banerjee et du meurtre de son associé Nick Denoya. Ce que le FBI ignorait, c'était que l'arrestation de Colon rendait Banerjee beaucoup plus difficile à rejoindre. En août 1991, le FBI arrêta Ray Colon et son beau-frère à Los Angeles pour avoir comploté un double homicide. Leur cible, qui s'en était tirée saines et sauves, étaient les 2 gérants d'une troupe de danseurs érotiques en tournée en Angleterre. Les agents étaient d'avis qu'un 3e homme, Steve Banerjee, le créateur des Chippendales, les avait engagés pour tuer les 2 hommes. L'agent spécial Dan West devait toutefois étoffer ses convictions pour procéder à l'arrestation de Banerjee. Il espérait obtenir des preuves solides de Ray Colon. Colon savait qu'il était dans son intérêt de collaborer avec le FBI. Il nous avait laissé entendre que nous ne connaissions qu'une infime partie des faits. Et puis, il a saisi une feuille de papier, il nous a montré un point en disant « Actuellement, vous n'avez que ça. Je peux vous donner tout le reste de la page. » Ainsi que les agents le soupçonnaient, Colon reconnut que Steve Banerjee l'avait engagé pour comploter les 2 meurtres. Il ajouta que le richissime propriétaire du club des Chippendales avait également commandé le meurtre de son associé Nick Denoya à New York 5 ans plus tôt. En échange d'une peine réduite, Colon signa un document dans lequel il déclarait vouloir aider le FBI à recueillir le plus d'indices possible pour arrêter Banerjee. L'agent spécial Scott Garriola du bureau du FBI de Los Angeles apprit alors que Colon avait rencontré Banerjee par hasard plus d'une décennie plus tôt. Colon vivait à Los Angeles. Il était gérant d'un immeuble à appartements sur la même rue que le club des Chippendales. Comme il était à proximité, il fréquentait régulièrement l'endroit. Avec le temps, il est enfin devenu un ami proche de Banerjee. Colon ajouta que Steve Banerjee, originaire de l'Inde, était venu s'installer aux États-Unis au début des années 70. En 1973, le futur millionnaire avait ouvert une station-service au nord de l'aéroport de Los Angeles. Avec ses profits, il avait fait l'acquisition d'un bar en difficulté dans l'ouest de la ville. En 1976, il en avait fait le très réputé club des Chippendales. À ce moment-là, Colon avait réussi à faire en sorte que son amitié avec Banerjee devienne un placement. Il s'était fait embaucher par lui. Ce musicien fauché s'acquittait de toutes les tâches que lui confiait Banerjee. Colon se transformerait même en incendiaire pour lui. Banerjee ne tolérait aucune compétition. Selon Colon, l'Indien lui avait donné l'ordre de détruire les biens de ses compétiteurs. Une discothèque de Santa Monica fut sa première cible en 1979. 5 ans plus tard, Colon incendia une autre boîte de nuit. Les 2 fois, l'incendie criminel n'avait pas réussi et les boîtes de nuit avaient poursuivi leurs opérations. Banerjee avait ensuite ordonné à Colon de faire appel à un tueur à gages pour assassiner son associé Nick Denoya. Colon déclara que Denoya avait remporté sa cause en cours lorsque Banerjee avait tenté de l'empêcher de créer une seconde troupe de danseurs destinée à une tournée.
Cette action en justice, ajoutée au coût prohibitif de mise en marché du club, avait forcé Banerjee à déposer son bilan. Comme on le lui avait ordonné, Colon avait embauché un tueur à gages 3 mois plus tôt. Il déclara qu'il ne se rappelait que du prénom de l'homme, Louis. Le jour du meurtre, Colon et Louis prirent l'avion de Los Angeles à destination de New York, louèrent une voiture et roulèrent jusqu'à Manhattan. Colon attendait au coin de la rue, le moteur en marche, pendant que Louis montait pour abattre Denoya. Le lendemain soir, Colon était déjà rentré à Los Angeles. Dans le stationnement de la boîte de nuit des Chippendales, Banerjee lui donna $12 000 en liquide, ce qui constituait le solde du tarif convenu de $25 000. Après avoir établi la crédibilité de Colon, le FBI entreprit de faire coffrer Banerjee et le tueur à gages. Les agents se disaient que la seule personne en qui Banerjee ferait assez confiance pour parler librement de ses crimes serait son vieil ami Ray Colon, mais pour obtenir ses confidences, il devait organiser une rencontre entre les deux hommes. Nous avons donné congé de prison à Colon sous prétexte qu'il avait des ennuis de santé et commencé à faire parvenir des messages à Banerjee par lettre, par coursier et sur son répondeur pour qu'il entre en contact avec lui. Banerjee refusa de retourner les appels ou de répondre aux lettres. Il ne faisait pas confiance à Colon en dépit du fait qu'il lui avait versé plus de $200 000 en divers endroits secrets de la ville pour acheter sa loyauté depuis son arrestation. Le FBI dut mettre au point un autre plan pour le forcer à répondre à Colon. Nous avons décidé d'y aller encore plus fort en organisant une rencontre selon nos propres termes. Nous avons demandé à Colon d'attendre dans la rue devant le club des Chippendales. Les agents surveillaient l'opération. Colon appela Banerjee par son nom quand il le vit sortir de la boîte de nuit. Le propriétaire des Chippendales fut intrigué en apercevant Colon debout devant son établissement. Il s'adressa à lui à voix basse, craignant qu'il ne porte un micro caché. Pour regagner la confiance de Banerjee, le prisonnier en congé lui donna l'adresse d'un bar où l'Indien pourrait lui laisser de l'argent. Banerjee se méfiait de Colon, mais il ne pouvait pas l'ignorer. Il lui promit de lui donner le prochain paiement le lendemain soir. Les agents firent surveiller le bar. Vers 21h, ils aperçurent Banerjee s'arrêter devant l'établissement et vérifier l'adresse avant de repartir. Peu de temps après, un coursier vint livrer un colis. Les agents le récupérèrent. Quand nous avons contacté l'entreprise de messagerie qui avait envoyé le colis, on nous a dit que l'adresse de l'expéditeur était une boulangerie voisine du local de répétition de la troupe des Chippendales. De retour au bureau du FBI, les agents ouvrirent le colis sans savoir exactement si c'était dangereux. Ils trouvèrent $14 000. Cette rondelette somme signifiait que Banerjee n'avait pas l'intention de se débarrasser de Ray Colon, même si l'on ignorait toujours s'il se déciderait un jour à lui parler. On ignorait également si l'on finirait par retrouver le tueur à gages prénommé Louis. Un micro caché sur lui, Colon rencontra enfin l'Indien dans un hôtel de Santa Monica. On espérait que Banerjee y tiendrait des propos compromettants. L'agent spécial Scott Garriola et son équipe étaient postés à proximité. Malheureusement, arrivé dans le hall d'entrée, il ne voulut communiquer avec Colon que par écrit. Les agents n'enregistrèrent donc que le bruit d'un stylo sur du papier et quelques murmures. Banerjee tentait de savoir exactement ce que Colon avait révélé aux agents du FBI et ce qu'il savait de l'acte en se référant au meurtre de son associé Denoya. Colon lui assura qu'il n'en avait pas soufflé mot aux agents fédéraux.
Une fois encore, nous ne sommes pas parvenus à obtenir un enregistrement de qualité parce que Banerjee chuchotait quand il n'écrivait pas. Dès que Colon haussait le ton, Banerjee lui ordonnait de se taire en mettant un doigt contre ses lèvres et en lui répétant « On ne peut pas parler ». Malgré ses soupçons concernant la loyauté de Colon, Banerjee lui donna un autre paiement sous les yeux des agents. Le colis contenait 30 000 $, soit plus du double de la première fois. Malheureusement pour les enquêteurs, il n'y a rien d'illégal à remettre de l'argent liquide à quelqu'un. Ça pouvait tout aussi bien être un prêt pour régler les frais d'avocat que Colon devait assumer. Sans l'enregistrement qui démontrait que Colon et Banerjee étaient des complices, cet argent ne représentait rien. Colon ne se rappelait pas le nom de famille du tueur qu'il avait engagé en 1987, mais il se rappelait toutefois qu'il se prénommait Louis et qu'il vivait dans la partie est de Los Angeles. Colon n'avait ni son nom de famille ni son adresse. Nous l'avons amené à quelques reprises dans le quartier et il a pu nous indiquer dans quelle maison Louis vivait alors. La mémoire de Colon ne lui avait pas fait défaut. La femme qui répondit à la porte était la mère de Louis. Comme elle n'avait jamais rencontré Colon auparavant, elle refusa de lui dire où son fils se trouvait. Colon l'assura qu'il voulait simplement lui donner du travail et il lui remit sa carte de visite. Quelques jours plus tard, il reçut un appel. Malheureusement, c'était Andy, le frère de Louis. Nous devions dès lors établir des liens avec lui pour tenter de découvrir où Louis se trouvait. Un mois plus tard, Andy révéla enfin à Colon qu'il trouverait son frère, Robert Rivera Lopez, à la prison du comté de Los Angeles. Rivera, dont le surnom était Louis, était incarcéré pour possession de narcotiques et devait être remis en liberté quelques mois plus tard. Cet héroïnomane aurait rapidement besoin d'argent après sa remise en liberté et il serait sûrement intéressé par l'offre de Colon. Une fois encore, Colon a mis au point avec nous cette nouvelle commande pour laquelle il avait besoin des services de Rivera. Conformément au plan que nous avions établi, il devait lui faire croire que quelqu'un avait été témoin du meurtre qu'il avait commis en 1987 et qu'il devait y retourner pour l'éliminer. Vers la fin de 1992, Colon rencontra le tueur à gages pour la première fois depuis 5 ans. Les agents du FBI enregistrèrent la conversation entre leur informateur et Louis Rivera alors que Colon lui expliquait les détails du prochain meurtre et tissait ainsi lentement une toile pour le prendre au piège. C'était l'occasion ou jamais d'obtenir les aveux du tueur à gages. La veille de Noël 1992, Rivera parla enfin en détail du rôle qu'il avait joué dans le meurtre de Nick DeNoia. À 15h30, le 7 avril 1987, Louis avait atteint le 15e étage de l'immeuble où se trouvaient les bureaux de DeNoia, déguisé en coursier. À l'exception d'un homme à l'accueil, l'endroit était désert. Quelques instants plus tard, lorsque le commis entra dans les toilettes, Louis en sortit pour tuer DeNoia en se disant que personne ne le verrait. Il trouva le producteur assis à son bureau, sortit son pistolet semi-automatique de 9 mm et tira sur lui à environ 1 mètre de distance. Le FBI enregistra les aveux. Ray Colon avait rempli la moitié de ses engagements avec le FBI en échange d'une peine réduite pour le complot d'un meurtre. L'autre moitié reposait sur sa capacité à obtenir les aveux de celui qui avait commandé le meurtre de Nick DeNoia, son vieil ami Steve Banerjee. Jusque-là, plus d'1 an après son arrestation, Colon n'y était pas encore parvenu. En janvier 1993, Ray Colon, l'informateur du FBI, n'était pas encore parvenu à faire parler Steve Banerjee des crimes qu'ils avaient complotés ensemble.
Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, mais Banerjee était trop paranoïaque ou bien trop rusé pour se faire enregistrer à son insu. Au cours d'une de ces réunions, Banerjee suggéra à Colon de l'aider à se trouver une planque outre-mer. L'agent spécial Scott Garriola et son équipe se servirent de cette suggestion pour mettre sur pied une autre opération. Peut-être Banerjee serait-il moins réticent à parler à Colon à l'extérieur des États-Unis. Je ne crois pas qu'il était trop difficile pour Banerjee d'accepter le fait que Colon s'en aille outre-mer. Il voulait se débarrasser de lui et il savait qu'il était la seule personne capable de le relier à tous ces crimes qui remontaient à 1979. Puisque Colon était toujours sur la liste des employés rémunérés de Banerjee, les agents croyaient qu'il lui rendrait peut-être visite pour s'assurer que Colon avait tout ce qu'il lui fallait pour y rester le plus longtemps possible. Banerjee désirait que Colon disparaisse de sa vie pour toujours. Le FBI choisit la ville de Rome comme destination, car à cause du crime organisé, les lois criminelles italiennes permettent facilement la mise sur pied d'opérations de surveillance. Les agents se préparèrent minutieusement avant d'arriver sur place. Nous avons obtenu un passeport pour Colon sous un faux nom. Nous nous sommes dit qu'un fugitif, quelqu'un qui tentait de s'établir incognito dans un autre pays, aurait besoin de ce genre de pièce d'identité. Nous avons également introduit le nom de Colon dans la base de données criminelles en tant que fugitif. Ainsi, si jamais Banerjee engageait un détective privé ou faisait faire des vérifications par ordinateur, il y verrait qu'un mandat d'arrêt était levé contre Colon parce qu'il était maintenant considéré comme un fugitif. Avec la collaboration des autorités italiennes, le FBI installa des micros partout dans l'appartement réservé à Colon à Rome. Quand toutes les personnes impliquées furent réunies, Colon appela Banerjee en Californie. Le présumé meurtrier indien savait que Colon se présenterait sous le nom de Underwood lorsqu'il l'appellerait. Yeah. Hey, this is Mr. Underwood. How you doing, Steve? So when can you come and discuss the particulars? I cannot go to Italy, but I can go to Switzerland. How about Zurich? Can you come to Zurich? No, that's impossible. Why can't you go to Italy? On no visit. Huh? Take a month to get it. Banerjee ne pouvait pas aller à Rome parce qu'il n'avait pas la citoyenneté américaine. Il a déclaré qu'il était incapable d'obtenir un visa à temps pour entrer en Italie et il a suggéré à Colon de le rencontrer près de la frontière en Suisse. Banerjee accepta finalement de rencontrer Colon à Zurich. Malgré le peu de temps dont il disposait, le FBI et les autorités suisses furent prêts à temps. Le plan consistait à cacher un micro sur Colon avant une rencontre dans le hall d'un hôtel. Ensuite, l'informateur suggérerait au suspect de poursuivre la réunion dans sa chambre où la police suisse avait installé du matériel audio et vidéo. On avait réservé 2 chambres voisines. Dans l'une d'elles se trouvait le matériel d'enregistrement. Dans l'autre, la régie. Les agents espéraient bien que, cette fois, leurs efforts seraient récompensés et que Banerjee se compromettrait. Colon devait appeler l'Indien et organiser une rencontre dans un autre hôtel à la fin de l'après-midi. Comme prévu, Banerjee arriva le premier. Des agents secrets et des policiers suisses étaient postés un peu partout dans l'hôtel, déguisés en employés de l'établissement. Il s'assit au bar pour y attendre l'appel de Colon. Au moment voulu, le téléphone sonna. Colon était en route. C'était l'occasion idéale pour obtenir l'enregistrement tant espéré.
Pour s'assurer que la voix de Banerjee serait la plus audible possible, on avait caché un micro sur la veste de Colon. Mais Colon était si nerveux qu'il ôta sa veste en arrivant sans y penser. Le résultat, les agents n'entendaient plus un mot de la conversation. Des années de travail acharné risquaient d'être perdues à tout jamais. Il semblait peu probable que Banerjee accepterait de revoir Colon de nouveau. Nous étions aux prises avec un problème de taille. J'étais dans la pièce voisine d'où j'écoutais la conversation. Je me suis alors placé dans l'entrée du restaurant en espérant que seul Colon me verrait et j'ai enlevé puis remis ma veste à quelques reprises pour lui faire comprendre qu'il devait enfiler la sienne. Mais Colon ne vit pas les efforts désespérés de l'agent. Il était bien trop nerveux pour quitter Banerjee des yeux. C'est à ce moment-là que les policiers suisses sont venus à la rescousse. Ils sont entrés et sont allés voir le gérant en lui disant qu'il devait fermer le restaurant. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de clients. Ainsi, Colon et Banerjee ont été obligés de quitter l'établissement. Après s'être rendu dans un bar plus bruyant, Colon suggéra au suspect d'aller dans sa chambre où il serait bien plus à l'aise pour parler. Colon arriva le premier. Il y rencontra un technicien suisse qui devait retirer le micro de sa veste avant que Banerjee n'arrive. Colon courrait des risques inutiles en portant ce micro puisque la chambre en était truffée. Des agents déguisés en employés alertèrent l'équipe de surveillance que Banerjee venait d'arriver à l'étage de la chambre de Colon. Le technicien suisse retira le micro de la veste et se glissa furtivement dans la chambre voisine. Colon eut à peine le temps de se verser un verre avant que l'on ne frappe à sa porte. La première chose que Banerjee fit, ce fut de vérifier qu'il n'y avait pas de micro caché sur Colon. Quand il constata qu'il n'y en avait pas, il se détendit enfin. Colon lui servit un verre. Son vieil ami commença à se confier. Banerjee se sentit assez à l'aise pour parler du meurtre de son associé. Il mentionna les 25 000 $ qu'il lui avait donnés pour payer l'acte, comme il l'appelait. Il passa également quelques commentaires sur les hommes en Angleterre qu'il avait voulu faire assassiner. Il alla même jusqu'à mentionner à Colon les incendies criminels qu'il lui avait commandés en 1979. Après 5 ans et demi depuis le meurtre de Denoya et à près de 10 000 km de la scène du crime, la persévérance du FBI portait enfin fruit. On tenait ses aveux sur bande magnétoscopique et Colon se méritait une remise en liberté plus rapide. Ça a été le coup de grâce dont nous avions besoin pour piéger Banerjee. Avec cet enregistrement, nous avons pu corroborer tout ce que Colon nous avait révélé depuis le début. Le 2 septembre 1993, devant la boîte de nuit des Chippendales à Los Angeles, on procéda à l'arrestation de Steve Banerjee pour racket et meurtre au premier degré. Devant la possibilité que Banerjee écope d'une peine de prison à perpétuité, l'équipe qui assurait sa défense fit une offre au procureur de l'État. Banerjee plaiderait coupable aux accusations et renoncerait à ses intérêts dans les Chippendales pour une peine d'emprisonnement réduite. L'État de New York accepta son offre. Il fut finalement condamné à une peine de 26 ans d'emprisonnement dans une prison à sécurité maximum. Mais pour Banerjee, cette peine était encore trop sévère. En octobre 1994, après avoir entendu sa sentence, il se pendit dans sa cellule. Michael Geddes, le détective de New York qui avait enquêté sur le meurtre de Nick Denoya 6 ans plus tôt, fut soulagé de voir cette enquête conclue. Depuis l'arrestation de Steve Banerjee et les aveux de Colon, j'ai pu voir un changement s'opérer chez Val Denoya, le frère de la victime, et sa femme.
La paix est revenue sur leurs traits. Ils ont recommencé à sourire. Steve Banerjee avait immigré aux États-Unis dans l'espoir d'y faire fortune. Aveuglé par la poursuite de ses désirs, il a confondu son insatiable besoin de pouvoir et de richesse avec le rêve américain.